Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Les entrepreneurs peuvent avoir besoin d'être guidés afin de prendre des décisions qui sont en ligne avec leurs valeurs et qui respectent leurs objectifs. Ils ont alors besoin d'une personne neutre, capable de les diriger. C'est le rôle d'un coach d'affaires. Nancy Giroux, coach d'affaires depuis 14 ans, est dans nos studios. Nancy, bienvenue à Fibre Extra. Merci, Pierre. On parle d'une coach. On a déjà parlé de mentor. Des fois, c'est difficile pour les gens de s'orienter entre les deux, de dire, c'est-tu la même chose? C'est quoi la différence entre un mentor et un coach? En fait, c'est vrai que c'est facile d'être confus, autant avec le mentor que le consultant, que le psychothérapeute. Il y a comme beaucoup de l'entrepreneur a besoin de pas mal de toutes ces choses-là, tu sais. Ça peut arriver, effectivement, dans son parcours. Mais je dirais, pour vraiment discerner les deux principalement, c'est que le coach va vraiment avoir un objectif précis d'établi d'entrée de jeu avec son coaché, avec aussi un calendrier. Il y a vraiment quelque chose qui est structuré dans la démarche. Et donc, c'est déjà d'entrée de jeu, clarifié avant même de commencer les rencontres. Alors que le mentor, bien, il y a comme quelque chose d'assez spontané par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux. Il n'y a pas de limite de temps comme tel. C'est évidemment bénévole par rapport au mentor. Et il va y avoir un partage en termes d'expérience, peut-être qui est beaucoup plus proche l'un de l'autre, en termes d'expertise précisément. Et ça va être plus global, je dirais. On va être aussi très axé dans le savoir-être, alors que le coaché et le coach, vont avoir autant le savoir-être que le savoir-faire dans les objectifs qui peuvent être déterminés ensemble. C'est quand qu'un entrepreneur décide d'aller de l'avant avec un coach qui dit « Hey, sais-tu quoi, j'aurais besoin d'un coach? » C'est quand je me rends compte que j'ai besoin d'un coach? Bien, je pense que le coaching a beaucoup évolué depuis à peu près 20 ans. La demande est de plus en plus importante. Je dirais à peu près comme 70 000 coachs actuellement au monde là, qui sont officiellement répertoriés. Il y en a plein probablement qui ne sont pas... Mais pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on a besoin de plus de coachs? Bien, je pense qu'ils ont découvert la valeur ajoutée de cet accompagnement-là, sincèrement, parce qu'on est vraiment dans un mode où on veut travailler sur un élan vers une amélioration. Donc, on ne rencontre pas des gens parce qu'ils ont des problèmes. Hein? Donc, c'est important de faire cette espèce de distinction-là. OK. Oui. On est dans un élan où... On se prend un coach, puis on n'a pas de problème. L'entreprise va bien, mais on prend un coach pareil. Ça peut être vraiment pour améliorer une compétence. Ça peut être pour développer des nouvelles compétences. Ça peut être pour voir plus clair dans peut-être une période de brouillard qu'on rencontre. Fait que oui, il peut y avoir des éléments à améliorer au niveau de nos attitudes, nos comportements, oui, certaines compétences ou peut-être même des changements qu'on anticipe. Mais ce n'est pas des problèmes au sens personnel, ce que, évidemment, on va je te donne un exemple. L'entreprise a une croissance phénoménale. Ça va super bien. On ne s'attendait pas à ça. On a engagé plein de gens. Oui. On ne sait pas trop si les gens sont dans les bons sièges. On ne sait pas si on est productif comme on devrait l'être. On a peut-être besoin de se faire une stratégie, de revoir un peu l'organigramme de tout ça. Oui. On a-tu trop de monde? Finalement, on a trop engagé ou on n'a pas assez? Ou une coach ou un coach peut nous aider à naviguer là-dedans puis voir plus clair? Tout à fait. Et là, c'est un bel exemple où l'entreprise n'est pas en péril, bien au contraire, mais pourrait le devenir si elle n'agit pas parce que c'est entremêlé, c'est tout ça? Ou... C'est clairement une situation possible que je rencontre régulièrement en termes de, par exemple, une fusion, une acquisition. Hein, on voit ça de plus en plus. On voit que ça amène énormément de changements dans les organisations. Ça peut amener aussi beaucoup... L'insécurité? D'insécurité, effectivement, qui est vraiment quelque chose dont on doit prendre soin en coaching, mais surtout au niveau du rôle du leader. Et on est aussi dans une posture où on veut s'assurer qu'on est efficace, on est efficient. Donc, d'avoir un plan de match qui va permettre de
justement clarifier où est-ce qu'on s'en va avec notre gang, avoir une vision claire, puis s'assurer qu'ils font partie intégrante du projet. Donc, il y a tout le volet des compétences du leader là-dedans qui vont être mis de l'avant. Donc, le coach va s'assurer qu'il est là pour mobiliser ses troupes, pour mieux communiquer, pour organiser aussi tout ce changement-là, parce que ça peut amener toutes sortes de questionnements, mais aussi ça bouscule les gens, parce que dès qu'on fait des changements, bien, clairement, les gens sont comme un petit peu insécures, et ils peuvent se remettre en question aussi. Mais on veut surtout les sécuriser dans ça. On veut leur donner des moyens pour qu'ils puissent se retrouver le plus rapidement possible dans une zone d'excellence, je dirais. Hein? On peut sortir de notre zone de confort aussi. Donc, à un moment donné, on est 10 ans dans un poste, on commence à tourner en rond. Bien, peut-être qu'on peut améliorer des choses. Peut-être qu'on a des angles morts qu'on aurait intérêt à regarder pour être dans la course, parce qu'évidemment, tout change. Hein? C'est la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, on est dans une posture où on peut justement se remettre en question grâce au coach pour être encore, donner le meilleur de soi-même, je dirais. Ouais. Un entrepreneur qui en a ras-le-bol, un entrepreneur qui vit de la pression constamment. Les situations sont difficiles, l'économie étant ce qu'elle est, change constamment. Problématique de main-d'œuvre, on a de la difficulté à trouver ce qu'on veut. Bon, là, j'en mets, là, mais à un moment donné, l'entrepreneur s'éloigne de sa passion première, c'est de créer un bien, ce qu'il faisait au début. Puis là, maintenant, l'entreprise est tellement rendue grande qu'il n'a même plus le temps de s'amuser avec ce qu'il avait conçu initialement, qui est plus dans un mode de gestion. Il voit moins clair. Il sent que ça déstabilise un peu l'entreprise. Ouais. Fait appel à un coach, fait appel à un psychologue, fait appel à un mentor, fait appel à... On va où? Je pense que le mentor peut travailler en étroite collaboration avec le coach, puisque on n'est pas du tout dans une même façon d'accompagner la personne. Ça va amener ultimement, dépendamment de la clarté de l'objectif, là, mais je pense que ça peut simplement aider le mentoré ou le coaché à être encore plus performant ou à la limite à être juste mieux avec lui-même. Parce qu'on n'est pas toujours dans des principes d'excellence. On peut aller aussi dans des principes de juste se retrouver puis d'être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accomplit. Pour moi, c'est vraiment important ça parce que... Quand on a perdu ce feu sacré-là, on peut le retrouver? Absolument. Puis c'est vraiment l'élan là, de prendre du recul pour justement être capable de voir... où est-ce que le bas blesse, tu sais? Elle est où l'obstacle? Il est où plutôt l'obstacle principal? C'est la première étape, je pense, qu'il faut déjà envisager pour être capable de dire, OK, voici comment on peut justement passer soit par-dessus, à côté, tu sais, ça va être quoi la stratégie? Parce que c'est des stratégies qu'on met en place et que lui va tester. Le coaché va tester ça. Parce que notre rôle à nous, comme coach, c'est une obligation de moyens. On n'a pas d'obligation de résultat. Donc, on ne peut pas dire, l'entrepreneur n'est pas arrivé à son X nombre de millions ou n'est pas arrivé à son X nombre de, je sais pas moi, de développement d'affaires. C'est pas ça l'objectif du coach, mais c'est de s'assurer qu'on a mis en place tout, on lui a donné tous les outils, tous les moyens pour qu'il puisse facilement arriver à son objectif, ou en fait le plus facilement possible. Ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce que ça prend pour être un coach? Parce que, tu sais, on a toujours peur d'approcher des gens parce qu'on se dit, est-ce que la personne a les compétences qu'il faut? Des fois, ils ne sont pas érigés par un ordre quelconque. Les gens s'improvisent, puis je ne dis pas que c'est le cas. On se connaît, j'ai utilisé tes services à la Chambre de commerce, donc on se connaît bien, j'ai pleinement confiance et c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais il reste qu'il y a des gens qui s'improvisent dans le domaine et tout ça, qui viennent nuire un peu à la crédibilité de ce que tu offres sur le marché. Qu'est-ce que ça prend comme formation pour devenir coach? Il y a énormément d'ambiguïté par rapport à ça. Donc, on est dans, je dirais, les associations, les universités veulent professionnaliser ce métier-là, je dirais. Et on a intérêt à le faire, justement, pour une question de crédibilité. Alors, il y a une multitude d'écoles qui offrent des formations. On n'a pas un ordre professionnel comme, par exemple, les CRHA. Moi, je fais partie de l'ordre des CRHA. Donc là, c'est vraiment bien l'ordre des ressources humaines. Oui, les conseillers en ressources humaines agréés. Donc, c'est quelque chose qui est en développement. Alors, oui, il y a des gens qui s'autoproclament coach après une formation d'un mois. On voit des coachs de vie, des coachs, il y en a partout. Mais il y en a qui s'autoproclament dans l'un comme dans l'autre. Hein? Coaching de vie, coaching d'affaires. Je pense que la personne qui souhaite trouver quelqu'un de compétent a quand même des petites validations à faire, des petites recherches pour s'assurer qu'elle est en face de quelqu'un qui
bien, qui est crédible, qui a une expérience aussi qui fait du sens. Pas nécessairement qui a travaillé dans le même milieu, par contre, parce que tu n'es pas obligé d'être garagiste pour coacher un garagiste. Tu n'es pas obligé d'être avocat pour coacher un avocat. Donc, c'est pas ça, parce qu'on a une posture où on nous a enseigné, je dirais, des éléments fondamentaux comme l'écoute, comme la capacité de poser des bonnes questions. Il y a des éléments clés qui ont été enseignés parce que c'est des incontournables pour être un bon coach. Maintenant, pour trouver un bon coach, bien oui, il y a une question de formation. C'est sûr qu'on peut se questionner par rapport à ça. Il y a l'ICF, qui est l'Institut de coaching, là, International Coaching Federation, en fait. Il y en a une aussi, l'équivalent en Europe. Maintenant, est-ce qu'on peut garantir que les gens qui font partie d'une association comme ça, c'est les meilleurs coachs? Bien, je suis obligée de dire non. Au risque de déplaire à ces associations-là. Puis c'est mon côté peut-être un peu rebelle, mais c'est sûr que ça vous donne une certaine garantie, mais c'est pas tout le monde qui sort d'un ordre ou d'une association qui est nécessairement plus compétent. Mais bon, il est obligé de suivre certaines formations pour rester à jour. C'est la différence. OK. Je suis une petite entreprise. Je viens de partir de mon entreprise. J'ai besoin d'être orienté un peu. J'ai besoin de me faire un plan stratégique. Je veux savoir où je m'en vais dans tout ça. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions et tout ça? Le mentor peut m'aider au niveau de mon savoir-être, au niveau de ma capacité comme entrepreneur à prendre de meilleures décisions, de me poser les bonnes questions. Une fois que j'ai fait ça, le mentorat, ça ne coûte pas une fortune. Là. Pour un nouvel entrepreneur, c'est une cinquantaine de piastres par mois à peu près. Là. Donc, c'est pas vraiment problématique. Sauf qu'un coach, est-ce qu'on est dans la même ordre d'idée ou parce que là, c'est pas toujours évident au niveau monétaire. Puis je sais que les mandats diffèrent d'un à l'autre. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de l'aide pour les entrepreneurs pour justement venir amoindrir un peu le coût de l'utilisation d'un coach? Ou? En fait, si on veut être clair pour le taux horaire, c'est quelque chose qui est transparent là, au niveau des associations. Ça peut varier entre 85, 25 quand même. Petit lapsus. Oui. Désolée. Entre 85 et 300 $ de l'heure, je vous dirais actuellement. Là. C'est comme ça, je dirais, la fourchette. Tout dépendant du mandat aussi. Là. Oui. Donc, de l'expertise du coach, son bagage, sa crédibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que Service Québec appuie ces ressources-là avec un plan qui est bien détaillé. Quand on parle de coaching d'affaires, on parle toujours d'entente tripartite. Donc, une entente tripartite, ça veut dire que le coaché, l'employeur, donc, disons, le donneur d'ordre, entre guillemets, là, ou le leader de ce coaché-là, et le coach se rencontrent dans un échange qui dure peut-être 1 heure, 1h30, pour voir c'est quoi les besoins principalement. Qu'est-ce que le coaché, lui, ressent par rapport à cette démarche-là, tu sais, comment il entrevoit ça, et qu'est-ce qu'il peut ou qu'est-ce qu'il a le goût aussi d'investir en termes de temps pour qu'il y ait des changements. Puis là, on a aussi le feedback du leader là-dedans. Et là, il y a un plan qui est fait, qui est détaillé, qui est remis à Service Québec. Et là, il peut avoir une subvention de l'ordre de peut-être 50 %, c'est ce que j'ai vu là, dans la plupart des cas. Donc, on vient économiser le coût là, pour le fait de faire affaire avec un coach. Tout ça. Donc, ça amoindrit la facture, puis ça aide en même temps à faire ça. Puis il ne faut pas voir ça comme une dépense. C'est vraiment un investissement à long terme. Là, c'est un investissement vraiment personnalisé. Si on compare avec des formations qui se veulent plus générales, en groupe, tout ça, là, on va vraiment rentrer dans quelque chose qui est individuel, qui est à la carte, en fait. Puis, on a beau avoir un objectif, mais c'est pas si simple que ça. Il faut aller voir en arrière de l'objectif, c'est quoi le besoin de cette personne-là qui est là, puis l'enjeu principal. Puis l'enjeu est souvent caché un petit peu plus profondément. Je te donne un exemple pour être concret. Quelqu'un qui va améliorer, gestion du temps. Oui. Dis-moi, là, puis il y en a combien de gestionnaires qui ont de la misère avec ça? Ben oui. OK? Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle un coach, c'est là qu'on s'en va. C'est tout le temps qu'on avait, ça va tellement vite. Et moi aussi, il faut que je gère le temps. Donc, Nancy, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. C'était super intéressant. Merci à toi. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go!
Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Alex Guénette est un coureur automobile en NASCAR. Il a décidé de relever un nouveau défi en se lançant dans l'entrepreneuriat en ouvrant son gym, inspiré des concepts des gyms privés américains qu'il apprécie lorsqu'il se rend aux États-Unis. Alex, bienvenue à Fibre E. Merci. On se connaît un peu, on va se tutoyer, ça va être plus facile. Yes. Alex, explique-moi d'entrée de jeu, là, je viens de dire que tu es un coureur automobile et là, tu ouvres un gym. C'est quoi le lien entre les deux? Écoute, j'ai une passion pour l'optimisation. Tu sais, comme tu as mentionné, en étant un coureur automobile, j'ai tout le temps été axé sur la performance, bien sûr, tu sais, l'optimisation, tout le temps essayer d'aller chercher les quarts de seconde partout, puis être en bonne santé, ça en fait partie de ça. Donc, j'ai tout le temps, tu sais, aimé l'entraînement, ma nutrition, puis tout. Puis avec le temps, j'ai tout le temps été axé sur l'entrepreneuriat. Tu sais, mes parents, ils ont une compagnie moto limitée à Terrebonne. Donc, j'ai travaillé là avec les courses on and off, dépendamment des années. Puis, ouais, le lien il est arrivé que j'aime ça aider les gens, j'aime ça la performance. Puis, j'ai trouvé une super belle opportunité à Mascouche de me lancer dans ce projet-là. Puis, c'est un gym qui est un peu différent des autres gyms parce qu'on voit habituellement, là. C'est vraiment limité à 75 membres qu'on a, donc il n'y a pas d'embouteillage là, on s'entend. Puis il y a des équipements là, vraiment spécialisés. Cela étant dit, moi, ce que je veux connaître de toi, c'est de dire, bien, tu pars... Qu'est-ce qui t'a emmené à la course automobile? Mon père il a coursé toute sa vie, OK. pendant environ 15 à 20 ans de sa jeunesse. Donc, c'était dans mon sang. On pourrait dire même mon grand-père aussi, Jacques Senior, Jacques Junior. Puis, j'ai passé proche de m'appeler Jacques moi aussi, mais ils m'ont appelé Alex. Puis, c'est ça, fait que mon grand-père, mon père, ils ont été des courseurs dans leur vie. Même ma sœur, Cara, elle a fait du karting pendant une dizaine d'années avec moi. Donc, c'est dans mon sang, je te dirais. Fait que tu as fait du karting avant que tu rentres en NASCAR et tout ça, là. Oui, exactement. J'ai coursé 2 ans en motocross plus jeune, 6-7 ans en motocross. Puis par la suite, j'ai fait une dizaine d'années en karting. Puis là, ça fait 10 ans que je course en NASCAR, là, dans la série canadienne. Que tu courses encore? Oui, je suis encore actif. Pas à temps plein, dépendamment des années. Là, 2 ans, c'était à temps plein. L'année passée, c'était une saison partielle, dépendamment des commanditaires. Là, c'est tout le temps ça, le challenge avec les courses. Et, d'avoir assez de commandites pour faire la saison. Okay. L'année passée, j'ai coursé aux États-Unis un petit peu. Cette année, ça regarde pour une demi-saison encore une fois. Donc, c'est super le fun. C'est un bon challenge, mais ça me laisse le temps aussi de ne pas être temps plein. Ça me laisse le temps de me concentrer sur l'entreprise que tu as, là. Exact. Okay. Ton rêve avec cette entreprise-là, quand tu as parti ça, puis tu as dit, tu voyais des gyms privés aux États-Unis. Donc, tu t'entraînais parce que tu aimes l'entraînement, comme tu le disais, et la nutrition. Donc, tu allais dans ces gyms-là, puis tu te disais, bien, pourquoi on n'a pas ça chez nous? Oui, exact. Tu sais, des centres d'entraînement, il y en a au Québec, mais dans le coin, dans les moulins, tu sais, il y a des gyms plus commerciales, si on veut, avec, tu sais, leur modèle d'affaires est d'avoir le plus de gens possible, le moins cher possible. Puis, tu sais, ça comble un besoin pour beaucoup de gens, mais il y a une certaine clientèle qui recherche quelque chose d'autre que d'être dans un gym avec plein de gens, surtout dépendamment des heures. Les gyms, les heures de pointe le matin avant d'aller travailler, après, ça déborde, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ils veulent s'entraîner. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est ça, il y a une clientèle de gens qui recherchent un petit peu plus quelque chose de privé. Puis plus à Montréal, il y en a un petit peu plus, des centres comme ça. Puis dans des villes comme Toronto, aux États-Unis, il y en a plus, mais je te dirais que sur la Rive-Nord, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je suis pas mal le seul dans ce concept-là. Dans ce concept-là. Quand tu as voulu partir ça, là, tes parents sont entrepreneurs, évidemment, d'une grande entreprise ici dans la région, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur en partant parce que tes parents sont entrepreneurs. Tu as travaillé pour eux et tout ça. Tu as peut-être cette fibre-là en dedans de toi. Puis c'est ce que tu t'es dit. Donc, tu as dit, bien, je vais partir le gym qu'il n'y a pas. Ce que je vois ailleurs, on va l'emmener ici dans la région. Tu as trouvé le local parfait pour t'installer dans un parc industriel et tout ça, donc pour rejoindre cette clientèle-là.
Comment tu as monté ton plan d'affaires pour faire ça, pour être sûr que c'est viable, tout ça? Oui, écoute, j'ai une expression que j'aime, j'ai sauté dans le lac puis j'ai regardé si je suis capable de flotter. Tu sais, j'ai pas... Tu vrai? Ben oui, j'ai pas... écoute, j'étais chanceux d'être dans la position que je pouvais prendre ce risque-là, tu sais, d'apprendre... sur le tas, si on veut. Là, donc, ça a été tout qu'un challenge, mais j'ai appris. Le but pour moi, c'était vraiment d'apprendre. Il y a plein de trucs que j'ai été impliqué dans l'entreprise familiale, mais c'était déjà une entreprise, on a environ 130 employés. Il y a déjà les challenges, c'est pas les mêmes que quand tu débutes. Puis moi, c'était vraiment ça le but. Donc, au début, j'analysais, je faisais des calculs, j'ai fait le plan d'affaires, mais j'ai été dans une position que je pense bien des gens se retrouvent des fois. J'analysais trop. À un certain moment donné, quand tu l'as fait, l'analyse, là, tu peux juste rester excusez l'anglicisme, là, mais analysis paralysis. Là, tu tombes paralysé par trop analyser la situation. Puis je me suis retrouvé un petit peu là-dedans. Puis, ça t'empêchait d'avancer. Là. Exact. Ça te limitait dans ce que tu voulais faire. Exact. C'est un petit peu un trait de caractère, je te dirais, pour moi, là, de vraiment analyser les trucs, mais tu peux te perdre un petit peu. À un certain moment donné, il y a un risque à prendre, puis si quand même bien que tu essaies de calculer puis de tout prévoir, tu peux, c'est important de le faire puis pas se lancer trop dans le néant, mais à un moment donné, je me suis juste lancé dans le projet. Donc, j'ai fait des recherches, mais j'étais limité un petit peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de comparable. C'était surtout dans ce type d'entreprise-là. C'est pas comme tu te lances en compétition directe avec quelqu'un, tu as des chiffres à te baser dessus. Moi, c'était vraiment... il n'y en avait pas de compétition. Fait que le concept que les gens comprennent bien, tu as parti à un gym privé. Qu'est-ce que c'est un gym privé comparativement à ce qu'on voit un peu partout sur le marché? Bien, tu sais, à la base, nous, ce qu'on offre, c'est de l'exclusivité. Donc, tu sais, t'es un parmi 75 membres. Fait que, tu sais, souvent, je le dis aux membres, c'est comme si tu étais partenaire dans le gym. Tu sais, les gens, ils traitent ça, puis les gens, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, nos clients, c'est qu'ils sont plus que dans un gym commercial, qu'ils rentrent, ils sortent, ils ne connaissent pas les propriétaires, comme ça. Là, c'est vraiment les gens, c'est comme s'ils faisaient partie du gym, comme s'ils étaient partenaires avec moi dans le gym. Donc, c'est ça, c'est vraiment, il y a de l'exclusivité, puis il y a beaucoup de l'encadrement. Plus que ça avance, puis ça, c'est un autre point que je pense qu'il est important de mentionner. Ce que je pensais que ça allait être quand j'ai débuté, comme vu que c'était une business que je n'avais pas d'expérience, ce que je pensais que ça allait être versus ce que c'est 6 mois après l'ouverture, ça a changé beaucoup. Puis je réalise que les gens ils ont besoin de beaucoup d'encadrement, surtout les gens qui recherchent l'exclusivité, souvent, ils recherchent aussi de l'encadrement. Donc un entraîneur privé qui va être avec eux, qui va les épauler, qui va les motiver à dire « t'es capable, go, go, go ». Exact. Puis les guider aussi, peut-être, là, dans leur type d'entraînement qu'ils doivent faire et tout ça. Là. Exactement. T'sais, on a beaucoup des gens que c'est soit de la remise en forme, des gens qui ont négligé leur santé pendant longtemps, qui veulent pas aller dans un gym, ou ils ont déjà essayé les gyms, puis ça n'a pas marché dans le passé. Puis là, ils veulent une expérience différente avec un suivi. Là. Donc, c'est ça qu'on offre. Là. De l'exclusivité, tu as la paix, premièrement, puis en plus, tu as un encadrement complet. Là, que plus ça avance, plus qu'on développe des stratégies pour être capable d'encadrer les gens. Là. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite avec ces gyms-là? Est-ce que tu aimerais qu'on retrouve ces petits gyms-là un peu partout? Potentiellement, oui. Partir en compétition. En mode franchise ou appartenant à la... Possiblement. C'est sûr que ce qui est des franchises, c'est intéressant, mais partir en compétition avec les autres gyms, essayer de faire ce qu'ils font, mais mieux, je pense que c'est, pour moi, puis ce que j'ai envie de faire dans le domaine, c'est pas réaliste. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste de continuer à trouver la bonne... améliorer la stratégie, puis après faire justement plein de centres à travers le Québec pour des gens qui recherchent une expérience beaucoup plus personnalisée qu'un gym normal. Comment tu fais pour justement rester concentré sur tes principales stratégies pour ta business quand parallèlement, tu as des demi-saisons ou des saisons complètes comme courseur automobile? Écoute, ça me garde sharp. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, faire les deux en parallèle. Mais ce qui est le fun, c'est que je course dans la série canadienne. Puis c'est seulement l'été. L'hiver, les courses NASCAR au Canada, c'est plus compliqué. Là. Fait que, je vais aux États-Unis des fois durant l'hiver, mais c'est majoritairement au Canada, là, la série NASCAR Canada. Donc, ça me laisse beaucoup de temps. C'est intense pendant 4-5 mois. Puis par la suite, pour le restant de l'année, ça me laisse énormément de temps pour me concentrer sur les affaires. Là. OK.
Et t'es pas rappelé, toi, à aller travailler des fois dans l'entreprise familiale où ils t'ont pas dit, pas de business, là. On a une, là. Ça va prendre la relève, là. On cherche du reprenariat au Québec et tout ça. Ça n'a pas été tenté d'aller dans cette direction-là? Ou... Oui, mais je pense que c'est quelque chose que je me suis dit, tu sais, peut-être dans le futur, je vais y retourner, mais j'avais vraiment le besoin d'apprendre par moi-même. Tu sais, c'est quelque chose que... De faire ton propre chemin. Là. Exact. Puis d'apprendre certaines étapes d'une entreprise qui est neuf, là, comme un bébé naissant qu'il faut que tu t'en occupes intense. C'est pas les mêmes challenges qu'un adolescent, si on veut. Fait que c'est ça la différence un petit peu, là, tu sais. Moto-limité, l'entreprise familiale, c'était déjà rendu à un certain niveau. Puis moi, ça me tentait vraiment d'apprendre le début puis le challenge, si on veut, d'une entreprise, d'une nouvelle entreprise. De la montée de zéro puis de la faire croître, cette entreprise. Exact. Avoir ce sentiment-là d'avoir participé justement à cette croissance-là. Là. Exact. Plutôt que d'arriver dans quelque chose qui est déjà en marche et tout ça, où tu n'as pas vécu cette première étape-là. Là. Exact. C'est quelque chose que je voulais vivre, puis ça a été... c'est très intense comme le début d'une entreprise, puis c'est le fun de vivre ça, là. Quand tu veux recruter tes membres, là, les gens vont t'entendre, vont comprendre ce que tu fais au quotidien. Peut-être des gens qui vont être touchés par ça. Mais comment tu fais pour recruter tes membres, pour que les gens viennent et comprennent le concept que tu fais? Quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour dire, pour grandir, il faut se faire connaître, là? Oui, bien, c'est un des enjeux qui est assez que récemment là, qu'on a décidé d'attaquer. Là, c'est vraiment au début, c'était la construction. C'est moi qui ai entrepris le projet au complet. Fait que ça a été quasiment un an à mettre la place, la construire. Mais c'est sûr, là, c'est un enjeu de présent là, de trouver la clientèle. Mais ce que je réalise, c'est que dans ce type d'entreprise-là, avec une haut de gamme avec une clientèle limitée à un nombre, c'est vraiment le référencement. C'est vraiment, je réalise que plus ça avance, plus que les membres ils réfèrent des gens. Donc, tu sais, oui, de faire du marketing, c'est bon dans mon type d'entreprise, mais je pense que de donner vraiment le service puis de transformer des vies, ça va être la meilleure outil de marketing parce que les gens... Ils vont devenir tes meilleurs ambassadeurs. Exact. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du bouche à oreille là, pour faire développer ton entreprise. Là. Exact. Tu es plus axé là-dessus. Là. Exactement. C'est plus ça, je pense, la façon de faire pour le type d'entreprise que je suis. Est-ce que un jour, le fait que tu ne peux pas être là tout le temps, est-ce que tu as des gens maintenant avec toi qui travaillent ou as-tu des employés, as-tu des gens ou tu es seul à bord encore? Non, j'ai des entraîneurs. Tu sais, moi, à base, je connais l'entraînement quand même bien. Je suis capable d'en faire, mais j'aime ça mettre quelqu'un en place qui a plus d'expérience. Là, tu sais. Donc, oui, ça, c'est un autre challenge, si on veut, là, tu sais, trouver le bon monde. Mais... Les ressources humaines. Exact. C'est un autre enjeu, si on veut, mais ça va bien. Puis, plus ça va aller, on va grossir l'équipe. Oui, hein? C'est ouais. ton souhait. Oui, écoute, éventuellement, moi, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt qui est entraîneur, mais qui a la fibre entrepreneur aussi, puis qui veut grossir dans l'entreprise, puis entreprendre plus que seulement le coaching, tu sais, pour après ça, me laisser être capable d'aller en ouvrir soit un autre, ou, tu sais, donc c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui est dans l'industrie, puis qui veut un petit peu plus le côté affaires. Tu sais, moi, je suis ouvert, justement, je suis à la recherche de partenaires, de gens des entraîneurs qui veulent vivre l'expérience affaires aussi. C'est super le fun de t'entendre, c'est super dynamique. Je la sens, la passion, là, comme tous les entrepreneurs qui viennent nous voir. C'est le mot-clé qui revient souvent, c'est la passion qui vous habite. Là, Alex, merci de ta visite. C'est super agréable de te recevoir. Merci.